Bienvenue à tout le monde. Merci de vous joindre à nous à une autre webinaire dynamique pour les nouveau-nés. Aujourd'hui, c'est pour la santé des nouveau-nés, les bébés et les germes, les microbes, les innovations à la septicémie néonatale et à la résistance antimicrobienne. La bienvenue. Il s'agit là d'une situation de collaboration pour avoir une plus grande collaboration et croissance ensemble pour le soin des nouveau-nés. Nos sessions de 2023 et le toolkit des nouveau-nés a eu plus de 28 000 utilisateurs dans plus de 170 pays en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF. Vous pouvez suivre notre webinaire en anglais, en français sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La bienvenue à nouveau sur notre webinaire Les bébés et les microbes, la résistance antimicrobienne et en collaboration avec les partenaires. Nous avons beaucoup d'événements magnifiques. D'événements uniques qui vont venir. Le 8 octobre, nous allons discuter des nouveau-nés et le 12 novembre, nous allons avoir l'anniversaire de l'ensemble d'outils, les gagnants des essais et les mises à jour. Veuillez bien partager dans le chat votre nom et là d'où vous venez aujourd'hui. Maintenant, je vais passer le micro à ma collègue Lorraine. Je suis aussi ravie d'avoir le docteur Nara Salem, qui est l'animatrice de ce webinaire. C'est une pédiatre et directrice de l'université elle est aussi une dirigeante clinique et co-directrice de l'Alliance 360 Nest. Donc, sans plus attendre, je vais passer le micro au docteur pour Annie soit l'animatrice de notre webinaire. Merci à tout le monde. La bienvenue à nouveau à ce webinaire. Aujourd'hui, je suis heureux de te parler de le premier discours intitulé que nous allons accueillir Dr Okomo et quels sont les microbes qui ont un impact sur les bébés de l'Afrique. Le Dr Okomo est professeur de l'unité MRC de santé maternelle et des nouveau-nés en Gambie et à la London School of Hygiene et Tropical Medicine, coordinatrice pour la recherche en matière de santé maternelle et des nouveau-nés dans l'unité MRC de la Gambie. La bienvenue, cher docteur. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez bien les afficher dans le chat et nous allons en prendre note. La bienvenue. Merci de votre magnifique introduction. Bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de me joindre à vous pendant que nous parlons des microbes et des bébés. Brièvement, je vais parler de comment les microbes ont un impact sur les bébés dans les unités néonatales de l'Afrique. Avant de parler de ceci, il est important de faire le diagnostic des infections. Donc, avant de parler des pathogènes qui causent les infections, il est important d'avoir le bon échantillon pour pouvoir diagnostiquer l'infection de façon
fidèle à la vérité et précise. Donc, vous pouvez apprécier la frustration de cette photo sur comment recueillir un échantillon sanguin, la taille de l'aiguille et quelle culture sanguine, de quel genre de système vous vous servez. Nous savons que pour les nouveau-nés, le volume est important. Il faut avoir au moins 1 millimètre de sang et la bouteille et la taille de la collecte, les deux plus grands systèmes de recueil sont manuels et dans le culture de sanguin manuel est utilisé dans le continent à un haut taux d'infection et il faut le surveiller toute la journée pour pouvoir indiquer quand il y aura la croissance d'un organisme sur la base de certaines choses telles que production de différents produits chimiques. Donc en Afrique subsaharienne, il y a un papier publié en 2019 qui montre des 80 à une étude signalée les techniques de culture sanguine ont signalé une septicémie et 45% des études ont signalé se servir de méthodes de culture manuelle et 37% utiliser des cultures automatisées. Donc, nous aurons des échantillons contaminés qui vont avoir un impact sur les pathogènes isolés. Prochaine diapo, la même révision systématique regarde les données qui ont été publiées dans le continent, c'est que sont sur l'Afrique subsaharienne et pas par le nord, l'Afrique du Nord. Donc, on vient à une étude des pathogènes pour l'étiologie des infections bactériennes invasives et la résistance antimicrobienne microbienne dans les nouveau-nés de l'Afrique subsaharienne. Il y a eu une révision systématique et une méta-analyse en ligne entre 2008 et 2018, 82 études et plus de 52 000 nouveau-nés sur 26 pays et basé en hôpital. En ce qui concerne la septicémie et la bactérie néonatale, ont signalé euh, la, plusieurs microbes tels qu'énumérés sur la diapo. Il y a eu des différences régionales sur la diversité des pathogènes et pour l'Afrique de l'Ouest, le le coccus était prédominant, mais pour l'Afrique du Centre, nous avions le Klebsiella qui était en haut de la liste et en Afrique du Sud et de l'Est, le, le streptococcus était la cause principale de méningite pour l'Afrique du Sud et de l'Est. Prochaine diapo. Beaucoup de lacunes ont été notées dans le cadre de ces études en particulier les informations insuffisantes. C'est pour ça que nos collègues ont développé la liste de vérification des nouveau-nés pour guider quel genre d'informations à présenter et signaler pendant qu'ils font leurs études et la rédaction des manuscrits pour pouvoir les utiliser sur tous les établissements. Mais d'autres lacunes ont comporté pas d'estimation sur la base de la population et sur les infections néonatales invasives. Donc, la plupart des rapports se confinent aux institutions de niveau tertiaire. Il y avait un manque de données au niveau de la communauté et au niveau rural. Il n'y avait pas d'études communautaires et il n'y avait pas assez de données concernant l'infection néonatale dans les naissances à domicile. 50% des bébés dans l'Afrique subsaharienne sont nés dans des établissements. Nous avons quand même un grand nombre de bébés qui sont nés
à domicile et ce serait bon de savoir la diversité des pathogènes qui causent la septicémie dans ce groupe. Nous avons trouvé une lacune dans la diversité étiologique et l'identification précise. Nous savons qu'il y a des infections dues à un seul pathogène, mais il y a aussi des infections associées à plusieurs pathogènes à la fois. Des causes non bactériennes d'infection ne font pas l'objet d'enquête. Il y a aussi des techniques de microbiologie conventionnelles qui sont susceptibles de limiter l'identification précise au niveau de l'espèce de microbes. Il y a aussi des données de surveillance routinière qui peuvent donner, par exemple, un haut niveau d'identification au niveau des espèces. Et bien sûr, il y a beaucoup d'études en transversales et un manque de données nationales de pathogènes au sujet de la résistance antimicrobienne. On a essayé de faire face à ces lacunes. Il y a eu une étude des microbes de bébés en Afrique du Sud. Il s'agit là d'une étude basée sur la population d'un seul pays, avec des données émanant de chacune des provinces de l'Afrique du Sud. Ce qui était intéressant dans le sujet de cette étude, on a trouvé que la cause de l'infection dépendait du syndrome, que ce soit la méningite ou la septicémie, et s'il y avait la cause de la la le déclenchement de la septicémie était en retard ou était précoce. En général, les pathogènes les plus communs étaient la Klebsiella, la Cinetobactérie et le Staphylococcus. Prochaine diapo. Une autre étude qui a fait l'objet d'études, c'était la septicémie néonatale précoce dans les pays à revenus faibles et moyens, les défis actuels et les opportunités de l'avenir. Ils ont trouvé qu'au sein du continent, les pathogènes les plus communs signalés qui sont responsables pour la septicémie précoce, c'est c'est la liste ici affichée sur l'écran, Staphylococcus, Klebsiella et etc. L'étude Barnard a voulu regarder la lacune d'avoir des études sur un seul pays, un seul site. Là, c'est une étude multisite, multinationale au sein de l'Afrique. Il y avait 4 pays, l'Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Ils avaient plusieurs 12 sites d'études cliniques sur 7 pays. Et ils considéraient les infections microbiennes. Ils avaient une liste de pathogènes qui avaient été isolés dans les cas de septicémie. Vous avez les suspects normaux tels que la Klebsiella, pneumonie, la Klebsiella et l'Escherichia coli. Il y avait aussi un haut niveau d'isolement du microbe Staphylococcus, qui était une des cibles de l'étude, et il donnait un rapport de l'espace dans une publication future. 2 études ont regardé les techniques qui sont basées sur la culture. Première de l'Afrique du Sud à nouveau, qui semble mener la course dans l'identification de la septicémie néonatale. C'était une étude de surveillance. Ils ont utilisé des outils en temps réel. Ils ont réussi pour identifier 15 cibles et bactériennes et 12 cibles virales. Et vous aviez aussi des microbes associés avec la septicémie néonatale. Une autre étude qui a enquêté sur le séquençage
des épidémies de Klebsiella dans les unités néonatales. Ils ont donné un très haut niveau de détection de l'espèce. Donc, nous pensions que c'était que la Klebsiella pneumonia. C'était en fait deux espèces de Klebsiella, le Klebsiella pneumonia et le Klebsiella parsimonium. Il y a eu aussi une autre séquençage qui a montré que ce serait dangereux au sein de l'unité, vivrait jusqu'à 8 ans avant d'identifier l'épidémie. Prochaine diapo. Pour l'avenir, ce qu'il nous faut faire, c'est important d'avoir une surveillance de septicémie néonatale et de l'intégrer dans nos soins cliniques et ça va nous permettre de surveiller les tendances et les pathogènes et la résistance antimicrobienne qui constitue une menace mondiale et les nouveau-nés ne sont pas épargnés et d'avoir une surveillance active pourrait nous aider à surveiller la septicémie au sein de nos pays, de nos établissements, de nos provinces et d'explorer les stratégies pour réduire le fardeau de la septicémie néonatale et intégrer les pathogènes et la surveillance de la résistance antimicrobienne au sein, est-ce que c'est acquis dans l'unité de la maternité ou d'une autre façon? Donc, surveiller non seulement les pathogènes, mais également la résistance antimicrobienne. Je vous remercie et j'accueille vos questions. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'orateur numéro 2, détecter les épidémies acquis en hôpital sur 5 pays avec NEST 360. Dr. James Cross est un professeur délégué de l'épidémiologie des maladies infectieuses à la London School of Hygiene et Tropical Medicine et un membre de NEST 360 pour améliorer les soins de néonatal en Malawi, Tanzanie, Kenya, Éthiopie et Nigeria. Il va parler maintenant et la bienvenue, Dr. James Cross. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Je vais présenter pour l'Alliance NEST 360 sur détecter les épidémies acquis en hôpital sur 5 pays en se concentrant sur la lacune de culture et l'envergure des innovations. Ma présentation va donner un aperçu de NEST 360 et la lacune de culture du sang néonatal et les signes de progrès et de qualité en amélioration. Un petit aperçu sur l'Alliance 360 qui a introduit le 3,2 il y a dans le cadre des ODD 3,2 sur 5 pays africains pour la survie des nouveau-nés. En 2024, l'Éthiopie va se joindre au Nigeria, Kenya, Tanzanie et Malawi. Nous voulons réaliser un impact euh, et nous avons aussi des soins pour néonataux. Les données néonatales et les ensembles de données des patients néonataux comprennent l'admission, la mortalité, l'admission, le diagnostic, la cause du décès pour mesurer la couverture et la qualité des soins. Nous avons les soins vitaux d'admission, les interventions à haut impact et les données de système de la santé qui vont formuler un tableau de bord qui s'appelle NESTA
pour découvrir les processus d'amélioration des soins et qui parle au niveau de l'établissement individuel jusqu'au niveau pays, sous-national, multi-pays. Et prochaine diapo. Alors, les données sur les pays, nous pouvons les utiliser pour évaluer la lacune de soins néonataux et il y avait la différence entre l'utilisation de la culture de sanguine et les antibiotiques. Donc, les nouveaux-nés admis, il y avait 70%, il y avait en contraste pour confirmer le diagnostic. En même temps, vous pouvez voir qu'il y avait une utilisation de culture sanguine assez basse sur 8%. Et là, vous voyez une lacune des cultures sanguines sur beaucoup de ces établissements. Vous voyez la deuxième figure qui montre la couverture de culture sanguine au niveau de l'établissement pour 20 établissements qui mettent en œuvre les NES 360 et qui montrent que ceci est possible. Maintenant, nous allons nous pencher plus en profondeur sur la disponibilité des services de culture sanguine dans ces hôpitaux. Vous voyez un éventail des soins et, et vous voyez du pire au meilleur. C'est important de noter que n'avait pas vraiment d'infrastructure et les matériaux disponibles. Le plus grand problème, c'était il y avait des problèmes de service et surtout dans le groupe 3. Mais l'utilisation de la culture sanguine n'était pas vraiment utilisée. Les côtés positifs, il y avait moins de 50% sur les cas soupçonnés. Grâce à Dieu, cette analyse donne des signes de progrès. Vous voyez dans ce graphe qu'il y a un signe de progrès clair qui commence à être effectué sur certains de ces sites. Mais quoique ceux-ci soient situés dans de plus petits établissements, surtout dans la ligne violette, il semblerait avoir une amélioration. Mais les grands établissements, il y a beaucoup de problèmes. Et un manque de cohérence est un grand point de concentration d'efforts. C'est important de noter il faut apprendre à améliorer la qualité et qui se battent. Donc, nous voyons un plus haut niveau d'admission de culture sanguine effectuée et l'étiologie a été confirmée avec une moyenne de 400 admissions par mois. Il y a bien sûr, de grandes lacunes. Vous avez la lacune de détection. Et nous avons fait des études qualitatives pour mieux le comprendre. Il y a eu aussi une grande lacune, le manque de bouteilles de culture sanguine, la priorisation clinique et la charge de travail. Et B, nous avons la lacune en termes de résultats de laboratoire. Et C, nous avons la lacune d'étiologie qui a affaire à la capacité du laboratoire pour faire ce genre de travail. Et nous nous concentrons sur ceci en particulier chez Nest. Donc, la plupart des cas d'infection dans les unités néonatales sont dus à des épidémies. Donc, d'habitude, façon la plus facile de comprendre la présence d'une
infection, c'est de découvrir quelles sont les bactéries qui sont la cause de cette infection. Et donc, il faut se servir de données pour empêcher les décès. Et donc, nous savons que la culture est fondationnelle, mais que pouvons-nous faire pour réduire les taux de mortalité? Nous avons commencé par revenir à ces constatations quantitatives. Que pouvons-nous apprendre de ces données d'établissement? Ceci est un graphe très embrouillé. Il y a plusieurs indicateurs clés cliniques pour étudier les données sur la détection sur site avec la culture sanguine. Les métriques sont l'utilisation d'antibiotiques, le taux de décès, le taux de mortalité néonatale, les cultures sanguines positives, la proportion des décès attribués aux infections. Et la question clé, c'est quels sont les indicateurs qui sont plus à même de parler du taux positif de culture sanguine, surtout au sein de ces unités. Dans le cadre d'analyse et de méthodes de ce genre, nous avons trouvé des éléments qui confirment ceci. Donc, les indicateurs et l'indicateur compositif dans un exemple d'établissement, dans un de ces établissements positifs. Et donc, vous voyez la phase A et vous, sur l'axe Y et l'indicateur de composé sur l'axe X. Donc, vous voyez les points rouges et comparé avec le niveau médical, nous trouvons que si vous cliquez 3 fois, vous avez maintenant, nous allons passer par cette série d'événements et à la gauche, vous avez l'épidémie potentielle numéro 1 de juin à septembre 2021. Culture positive, oui. Négative gramme, oui. Et admission était 527, cas 307, décès d'infection 90, 85 étaient causés, 80 étaient causés par la Klebsiella, l'espèce Klebsiella. Donc, je ne peux pas passer en révision tous les autres exemples, mais ils sont ici affichés. Diapo finale, nous voyons la détection poussée par les données sur les établissements sans culture sanguine. Donc, pour connaître les tendances cliniques, nous montrons des éléments assez semblables pour identifier les épidémies et nous croyons que ceci est très utile. Nous espérons pouvoir nous en servir pour réduire la mortalité infantile. Nous allons nous concentrer sur les prochaines étapes pour continuer à améliorer la qualité des données, raffiner les constatations et pour nous aider à nous protéger de ce genre d'événements, pour avoir de meilleurs standards et atteindre des standards d'or. J'espère que ceci vous a été utile pour travailler à des meilleures approches au sein de ces établissements. Nous devons permettre la collaboration entre toutes les parties prenantes. Merci de votre temps et de vos questions. Merci, docteur. Maintenant, troisième discours. En gros, nous avons entendu parler des microbes qui ont un impact sur les unités néonatales de l'Afrique.
et la surveillance de la septicémie et les tendances que nous voyons. Dr James Cross nous a parlé de la détection, la prévention, détection et des lacunes de contrôle, se penchant sur l'importance de l'utilisation des données. Et clairement, nous voyons dans les lacunes de détection à des niveaux variés et nous avons besoin d'avoir de meilleures données, des standards d'or et beaucoup d'efforts dans la collaboration pour faire nos efforts. Maintenant, le micro passe à Angela Dramovski, pédiatre et spécialiste d'une clinique, unité pédiatre. Elle est professeure à l'université Tigerberg, département de pédiatrie et de santé pédiatre à l'université Stellenbosch. Elle va parler des soins en hôpital pour les nouveau-nés et les enfants. Elle va nous expliquer sur comment réagir et empêcher les épidémies acquises dans les milieux hospitaliers. Merci, cher docteur Naya, et bonjour à tous mes collègues. Prochaine diapo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prochaine diapo après les révélations. Alors, je commence par une affaire qui va vous sembler très semblable pour tous les néonatologues du public qui s'appelle une épidémie qui arrive tard un vendredi après-midi, l'après-midi, qui m'a écrit que deux petits bébés viennent de mourir dû à une infection. Est-ce que pourrait s'agir là d'une épidémie ou quoi? Merci à Andrew. Nous avons pu être informés de la possibilité d'une épidémie. Nous avons fait nos contrôles de routine et nous avons vu que les autres cas, au lieu d'être isolés de échantillons sanguins et prélèvements sanguins, et nous avons trouvé qu'il y avait d'autres cas que nous avons établis et nous avons essayé de voir comment ils étaient reliés l'un à l'autre. Nous avons pris les autres vieux dossiers et essayé de trouver des dominateurs communs. D'abord, c'était le CIPAC, ils avaient reçu la même administration de, de médicaments en même temps. Nous avons trouvé, vous allez le trouver dans tous les hôpitaux de l'Afrique, ce sont des recyclements à grande échelle pour soutenir les soins néonataux. Donc, il ne fallait pas seulement les recycler, mais ils étaient traités par une machine et qui n'aurait plus jamais dû être utilisés. Donc, il y avait aussi l'utilisation d'un certain désinfectant qui n'est pas permis et il l'avait mis dans un sac en plastique. Après, nous avons pris des échantillons de ce qu'on appelait un entubement propre et 80% avaient des microbes bacilli. Donc, nous avons pu associer les prélèvements sanguins des bébés à ceux sur ventilateur et nous avons trouvé qu'il s'agissait d'une épidémie en clone. Donc, il y avait aussi la réutilisation de tubes qui étaient prévus pour usage unique. Et donc, après, nous avons introduit le lendemain des circuits à usage unique jetable et nous avons condamné les désinfecteurs et les laveurs. Il y a beaucoup de facteurs qui font
que les nouveau-nés développent des infections et résultent en épidémies qui ont trait aux populations de nouveau-nés, de malades et chétifs. Ils sont parmi les hauts niveaux d'utilisation d'antibiotiques et surtout, comme James l'a dit, dans des situations d'infection. Et aussi, il y a des facteurs environnementaux, ils sont d'importance critique. Toutes ces images viennent d'un vieil hôpital en Afrique du Sud. Vous voyez des incubateurs sales, de plomberie très vétustes et un équipement qui ne marche plus et qui ne devrait plus être utilisé. Tous ces défis avec le manque d'eau potable, manque de surveillance et la reconnaissance en retard des épidémies résultent en des infections qui pourraient autrement être empêchées. Alors, de la littérature publiée et d'études qui ont été faites il y a des années, au moins 8 bébés hospitalisés fait l'objet d'une infection et bien, il y a aussi des infections sanguines. Si vous travaillez dans une unité où il n'y a pas de prélèvement sanguin, vous ne serez peut-être pas conscient de l'infection et de l'épidémie qui se passe juste sous votre nez. Donc, il faut se servir d'autres moyens de surveillance. Quand nous avons plus d'accès à l'épidémiologie et aux tests, nous saurons que jusqu'à 90% de tous les 90% de toutes les infections sont liées aux soins de santé. Et donc, toutes ces infections sont reliées. C'est un exemple de notre propre unité en 2019. Nous avons pu montrer dans le séquençage en génome, nous avons pu montrer qu'il y avait que l'épidémiologie moléculaire suggère que jusqu'à 50% de toutes les maladies sont reliées aux épidémies. Dans les pays à haut revenu, on peut signaler 10 épidémies par année. Mais dans les pays à revenus faibles ou moyens, aucune épidémie n'est signalée, ou très peu. Donc, ceci est un problème. Comme James l'a dit, c'est encore plus difficile de faire une surveillance si vous n'avez pas un laboratoire établi et des services de détection et de contrôle et de protection. Nous avons commencé en 2017 avec et notre motto est de Sophocle, ce qui n'est pas cherché ne sera pas trouvé. Donc, toutes les cultures sanguines peuvent être soumises avec pas aucun coût pour le patient à 2 laboratoires dans tout le pays. Et nous avons pour toutes les unités néonatales, nous avons un haut taux de détection entre 10 et 15%. Nous avons commencé avec nos contrôles d'infection en établissant une liste de toutes les cultures positives de toutes nos unités néonatales le vendredi après-midi. Et ce que nous avons trouvé de tout notre personnel, c'est que les épidémies étaient fréquentes. Il y a eu 4 cas d'infection dans le cadre de 4 jours. Et nous avons trouvé que le taux d'infection en ce qui concerne l'infection sanguine sur tous les patients, vous voyez combien d'épidémies ont été détectées pendant les 2 années de notre surveillance. Pour résumer, voici certains des facteurs principaux de toutes les épidémies que nous avons enquêtées qui ont eu une cause directe sur les épidémies. Premièrement, une pénurie d'alcool pour se laver les mains. Deuxièmement, une pénurie de personnel, de l'accès du personnel à l'équipement médical propre, un environnement très surchargé qui a rendu le nettoyage difficile
les équipements endommagés tels que les matelas et les placards et les tiroirs. Nous avons une contamination potentielle des bassins de lavage des mains dans les zones cliniques et la réutilisation d'équipements, à savoir les sondes de saturation, les circuits et les entubements. Et cet équipement a été en fait conçu pour être à usage unique. La chose la plus difficile à faire en une seule diapo, mais comment est-ce que vous allez pouvoir gérer à stopper les épidémies néonatales? Il faut préparer l'équipe. Nous avons malheureusement eu beaucoup de pratiques. Vous avez le personnel, est-ce que les infirmières, les docteurs, les responsables des hôpitaux, les pharmacies et la communauté d'ingénierie, etc. Pour confirmer l'épidémie, il faut avoir une définition du cas. Par exemple, une épidémie de tel et tel microbe. Quand des bébés étaient hospitalisés pour diarrhée. Et il faut connaître le taux des lignes de base dès que possible, comme James l'a dit, même dans les unités néonatales qui n'ont pas accès à des données de laboratoire. Après, rechercher des cas complémentaires parce qu'il y aura des cas qui ne seront pas reconnus pour quelque raison que ce soit et de ne pas bâtir une chronologie pour savoir quelles sont les expositions communes. Il faut maintenant passer à l'action. Tout ceci se passe en simultané, en temps réel, et vous pouvez mettre en œuvre des mesures de contrôle et renforcer les mesures générales contre les pathogènes. Et c'est un, et d'infection, dans nettoyage à haute hygiène et cesser l'utilisation des équipements à usage unique. Et après, je ne peux pas assez souligner, communiquer les constatations, parler à votre personnel, aux parents responsables, parler aux hôpitaux pour avoir des ressources et des fonds pour gérer les épidémies, parler et signaler ceci aux médias et faites un rapport de l'épidémie pour que la prochaine fois que vous demandiez un élément d'outil ou un outil très coûteux, vous ayez toutes les données à votre portée. Alors, ceci dépend de là où vous travaillez et de quelles sont vos ressources. Nous avons un bon accès aux données de laboratoire et nous nous servons des infections de flux sanguin et nous avons les données sur la base de notre expérience historique. Mais vous pouvez regarder les pathogènes individuels ou en groupement. Il y a beaucoup de façons de détecter les épidémies et les infections. Vous pouvez regarder les taux d'utilisation, les données sur 3 jours d'infection sur site ou ce qui cause la mortalité néonatale. Et lorsque vous recueillez ces données si importantes et retenez des données sur les informations pour comparer les données. Ça peut être quoi que ce soit par 1000 naissances, 1000 utilisations, ce qui vous convient. Nous pensions du point de vue de la prévention que l'on pourrait se résumer sur l'hygiène des mains, mais il y a tellement plus de choses à faire pour maintenir l'intégrité pour la première ligne de défense des bébés. Et pour faire alors maintenir l'intégrité de la peau,
faire la promotion de la colonisation de la flore normale, tels que les soins de mère kangourou, le lait maternel, les probiotiques et l'utilisation réduite d'antibiotiques et prévenir la colonisation. J'appelle ceci le cercle du contrôle de l'infection pour empêcher les infections et les épidémies. Vous prenez tous les éléments qui font partie de votre arsenal pour empêcher les infections de s'introduire dans vos unités néonatales. Et vous voyez les mécanismes pour protéger les petits bébés. Les épidémies sont fréquentes et souvent pas reconnues et pas signalées et pas assez signalées. Il découle des patients les plus chétifs et malades et aussi dû aux défis dus à l'environnement. Il nous faut changer ceci pour pouvoir nous concentrer sur les soins essentiels fournis aux nouveau-nés. C'est clair que la surveillance locale et l'analyse en temps réel est clé avec quelques ressources que ce soit, y compris des cliniciens d'alerte et une surveillance active pour les systèmes de détection précoce des épidémies et regarder les données d'infection dans le flux sanguin lorsqu'ils sont disponibles. À l'avenir, nous allons passer de quelques petites épidémies reconnues pour reconnaître toute l'envergure de ce qu'il nous faut connaître. Et c'est comme ça que nous y prenons dans les unités néonatales. Voici des ressources utiles que nous allons afficher dans le chat pour gérer vos propres épidémies. Bonne chance. Merci, professeur Angela. Nous en avons beaucoup appris. Le message clé qui a été très bien dit, beaucoup d'infections. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons même dans les facteurs d'environnement qui contribuent beaucoup. Il faut que ce soit pour pouvoir sécuritaire, pour pouvoir sauver la vie des bébés et beaucoup d'approches sur comment faire que nos unités néonatales soient un espace sécuritaire pour nos bébés. Là, le dernier discours de Dr. Christina Obiero, une scientifique clinicienne basée au Kenya, à l'Institut de recherche médicale du Kenya, et une enquêtrice principale de, de l'essai NeoCep 1 de GARPT qui mène la surveillance pour la septicémie néonatale. La bienvenue, Dr. Christina. Merci de votre aimable introduction. Bonjour à tout le monde, mes très chers collègues. Je vais parler des menaces en résistance antimicrobienne pour les résultats néonatals et les solutions. Aperçu. Nous avons regardé le fardeau de la résistance antimicrobienne dans les pays à revenus faibles et moyens, les vecteurs de la résistance antimicrobienne, les stratégies pour la combattre et les défis pour mettre en œuvre les stratégies pour combattre la résistance antimicrobienne. Les unités sont affectées de façon disproportionnée à la résistance aux microbes et là où la capacité de laboratoire est limitée. Donc, c'est basé sur des preuves limitées qui ont été disponibles pendant la décennie précédente. Ceci augmente le risque d'avoir des problèmes de soins de santé. C'est aussi associé pour la mortalité en augmentation. Donc, dû de la disponibilité limitée, il nous faut pouvoir préserver l'efficacité des moyens qui sont à notre disposition actuellement. Prochaine diapo. La résistance antimicrobienne est poussée par
plusieurs facteurs, les facteurs environnementaux liés aux médicaments, liés aux patients et liés aux docteurs. C'est pour vous permettre de comprendre ceci facilement. Nous savons qu'ils présentent des signes et symptômes quand ils arrivent à nos hôpitaux. Presque toutes les unités sont en l'utilisation appropriée d'antibiotiques et pour limiter la propagation de l'épidémie au sein de l'unité, qui comprennent un nettoyage plus en profondeur. Plusieurs interventions ont été développées pour combattre la résistance antimicrobienne. Ceci comprend la surveillance des infections, des résistances antimicrobiennes, l'utilisation des antibiotiques au sein de l'unité et la propagation des infections dans différentes situations et mesures de contrôle qui sont décrites dans ce que je dans ceci. L'accès à des antibiotiques doit être effectué. Prochaine diapo. Voici des exemples d'intervention pour la résistance antimicrobienne. Vous avez la même mise en œuvre de plusieurs programmes dans les unités des pays à revenus faibles et moyens. Cette diapo vous montre une étude effectuée sur l'impact de différents programmes de services sur les résultats cliniques et l'efficacité en termes de coûts pour le développement et la mise en œuvre de ces programmes. Donc, ceux-ci, 3 ont été menés en Afrique. Quoique la revue des interventions mises en œuvre sur plusieurs sites ont été associées à un antibiotique décrit et une baisse d'infection et de taux de colonisation, en plus d'améliorer la survie. Les conclusions de cette revue en ce qui concerne l'approche la plus efficace, ont été limitées par le manque de données de l'étude, parce que cette intervention a été effectuée dans différents établissements qui allaient de l'état critique des enfants admis et de la plupart des bébés admis. Prochaine diapo. Il y avait des défis dans l'impact des services antimicrobiens auprès des enfants. C'est basé sur la condition des infections sur lesquelles on les testait et aussi nos différents outils, les signes cliniques, l'utilisation de diagnostics qui variait également en ce qui concerne la performance dans différents environnements. Ce qui concerne la surveillance des infections en hôpital et de la résistance aux antibiotiques dans différents environnements, une étude qui a été publiée sur le continent africain sur les infections acquises en hôpital, la prévalence et la prédominance étaient dans les unités néonatales. Ceci a documenté des résultats de culture positifs et les pathogènes qui causent les infections. Ceci montre quelques très rares études
avait les capacités pour faire des cultures et faire des tests des bactéries par rapport aux antibiotiques. Des surveillances ont été signalées dans la région Afrique du Centre et un haut degré de rapport. Par conséquent, les résultats ont été appliqués à d'autres situations semblables. Donc, les revues montrées dans les diapos précédentes euh, disent qu'il faut faire plus de recherches dans ce groupe d'âge. La surveillance de l'utilisation des antibiotiques dans les pays à revenus faibles et moyens, qui montre que jusqu'à 80% en Nigeria, qui a été signalé en dépit de capacités de tests faibles sur les infections basées sur les bactéries. Donc, la prévalence mondiale de la résistance antimicrobienne était 17 sur 17 hôpitaux en Tanzanie, Zambie, Ouganda et Ghana. Et les résultats de l'OMS ont été décrits et les unités néonatales ne sont que de 11% des patients inclus dans cette étude. Les indications pour l'utilisation des antibiotiques dans ce sondage, il y avait des prophylaxies médicales pour les nouveau-nés. Et c'est un site qui a été basé en Tanzanie. Prochaine diapo. Les plateformes de surveillance qui se trouvent au Kenya. Le pays accueille ce genre de programme en hôpital et la plateforme de surveillance Kilifi sur la gauche euh, parle de l'équipement ou de l'équipe en hôpital et qui ont été établis depuis 1998. Des échantillons et prélèvements sanguins sont effectués pour évaluer l'utilisation des antibiotiques. Et vous avez aussi un site en Nairobi et qui avait des données améliorées. Et le travaux de recherche effectués dans le cadre du projet de surveillance antimicrobienne établi sur 12 hôpitaux. 3 de nos sites de recherche sont établis à Kilifi, Mombasa et Nairobi, contre une surveillance de la résistance antimicrobienne. Et cette surveillance, nous allons recueillir des données cliniques et microbiologiques et faire des surveillances des nouveau-nés pour qui vont nous servir dans nos analyses pour donner des données, fournir des données. Du point de vue des données recueillies pendant la surveillance, nous avons voulu donner une détection précoce où nous allons faire la surveillance. Allez-y et finissez, s'il vous plaît. Nous avons qu'une minute qui nous reste. Dans certains des sites de sub-sahariens, nous avons fait la surveillance. Nous avons fait une surveillance et nous allons faire une surveillance clinique.
de ceci a été fait par, une unité de développement. Donc, pouvoir reconnaître les symptômes cliniques pour, les unités qui ne réagissent pas aux antibiotiques. Diapo de conclusion qui montre des exemples de défis pour mettre en œuvre les interventions contre la résistance antimicrobienne. Nous avons l'infrastructure de santé, le personnel, la collecte de données et les preuves limitées. En dépit de ce que l'on voit ici, tout ceci n'est pas faisable dans les pays à revenus faibles et moyens. Et il faut prioriser les besoins, maximiser le travail d'équipe. Merci. Merci à tous les membres, les experts, de fait que nous n'avons plus de temps. Vos questions et réponses seront affichées sur le site web. Veuillez surveiller notre sujet qui va venir et nous félicitons les lauréats et nous accueillons les prochains lauréats pour la prochaine tournée. Euh, Nous allons vous envoyer des informations pour la prochaine compétition qui va se clôturer mi-octobre. Il n'est pas encore trop tard. Veuillez écrire et soumettre. Merci. Merci de vous joindre à nous. Et l'enregistrement du webinaire sera partagé sur nos médias, canaux de médias sociaux. Vous pouvez scanner le code QR pour avoir une liste de la boîte à outils des nouveau-nés. Je veux faire écho au dernier message, professeur Angela. Vous pouvez pas mesurer ce que vous ne pouvez pas trouver. Alors mesurons et passons à l'action. Merci à tout le monde et bonne fin de journée ou bonne reste de votre journée. Merci de votre participation. Nous vous accueillons pour la prochaine discussion du 8 octobre. Merci.